Voilà. Donc, nous poursuivons notre journée à la découverte des défricheurs avec Myriam Escafit. Myriam Escafit, donc c'est un nom pour beaucoup d'entre vous qui vous dit quelque chose. Je voulais venir incognito, en fait. Donc, Jean-Claude Escafit, son père, a été celui en fait qui a été le premier, pas tout à fait le premier, mais c'est quand même celui qui a monté le réseau des Amis de la Vie, qui a trouvé, qui a fait la première université d'été, qui a trouvé les premiers correspondants locaux et qui est resté quelques années aux Amis de la Vie. Donc c'est un de mes prédécesseurs. Et donc bien sûr, il était de toutes les universités d'été et il est vraiment à l'origine du dynamisme de l'association. Et Myriam, en fait, travaille dans un quartier de Villejuif. Et j'ai entendu parler de Myriam depuis qu'elle est toute petite. Mais c'est au moment des attentats du 7 janvier, du début janvier, que Jean-Claude m'a dit « Mais il faut que tu ailles voir Myriam, elle travaille dans un quartier assez compliqué à Villejuif. Elle a des choses à dire sur ses enfants qui renaclent à faire cette minute de silence. Appelle-la. » Et donc je l'appelle. Et puis, on commence à discuter de son travail. Et donc, elle me raconte ce qu'elle fait. Et je me dis, mais ça a vraiment un lien très, très intéressant avec ce qu'on va faire cet été à Gos Vidalos. Parce qu'elle me parle de communauté. Elle me dit qu'en fait, elle travaille dans l'optique de restaurer l'idée de communauté qui est très très galvaudée en ce moment parce qu'on ajoute tout de suite communauté, communautarisme, mais le mot communauté qui est devenu presque péjoratif aujourd'hui, il mérite selon elle d'être réhabilité. Donc on discute et puis je me rends compte qu'en fait elle a toute une démarche qui est intéressante parce que une démarche avec les habitants du quartier des Bruyères à Villejuif, une démarche intéressante parce que elle part d'un constat d'échec. Elle a travaillé plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, elle va nous raconter, avec une méthode classique, et elle a été obligée de se rendre compte que ça ne marchait pas. Et donc elle a cherché. Et j'ai trouvé que c'était super de chercher d'autres façons de faire, de ne pas calquer ce qu'on avait appris sur les bancs de la fac. Voilà, ou avec d'autres collègues. Donc Myriam est donc diplômée en anthropologie et en histoire, et elle va nous montrer que la créativité de la société civile, on peut aussi la mobiliser dans les banlieues, pas forcément avec des gens qui sont dans des cultures prédisposées, et donc pas seulement non plus dans le monde rural. Donc Myriam, raconte-nous ce que tu fais à Villejuif. Mon histoire. Oui, donc je voulais déjà vous expliquer un petit peu l'origine de la démarche. Dominique en a parlé, c'était d'abord une situation d'échec. Mais alors le contexte, donc on est dans un quartier de banlieue parisienne. Alors un quartier qui a été construit dans les années 80, donc c'est pas les grandes cités HLM, mais il y avait tout un projet un peu utopique de construire un nouveau quartier avec du logement social, mais aussi de la mixité, différents statuts résidentiels, donc avec de la copropriété, des petits pavillons et du logement social et beaucoup d'espaces verts pour que cette mixité sociale puisse vivre au sein des espaces publics. Une école, une crèche, pas d'autres structures. Et donc un vrai projet un peu utopique au niveau de l'urbanisme, comme on en voit aujourd'hui. Dans les années 80, c'était plus ancien. Et au début, ça a bien fonctionné. Et puis, je vais assez rapidement sur ce l'éditement. Quelques années après, ça n'a plus fonctionné et on a vu toute une partie de la population qui pouvait partir vivre ailleurs, qui était remplacée par des familles de plus en plus pauvres, de plus en plus en difficulté. Et il y a eu toute une logique de paupérisation qu'on voit aussi dans pas mal d'endroits, qui s'est mis en place.
et avec des phénomènes de violence, de délinquance, d'insécurité. Donc à ce moment-là, il y a un petit collectif qui s'est créé parce que toutes les réponses étaient plutôt sécuritaires. Il faut mettre des grilles. Le quartier était construit dans le prolongement d'un immense parc départemental, donc avec vraiment cette idée dans les années 80 des parcs ouverts sur la ville. Donc il y avait tout un regard entre l'urbain et le paysage qui était intéressant. Et quand il y a de l'insécurité, des phénomènes de violence, le premier réflexe, c'est le repli. Et on résidentialise, on met des grilles, on s'enferme. Donc on met des grilles entre le quartier et le parc, on met des grilles entre les différents, autour des différents sous-quartiers, on met des digicodes. Donc un petit collectif d'habitants qui à un moment s'est dit mais on est en train de se laisser enfermer avec nos problèmes. Il faut essayer de restaurer du lien, essayer de faire des choses. Et c'est difficile, c'est-à-dire que d'une dizaine, à la fin, ils étaient 5-6 au bout de 2-3 ans, complètement épuisés. Le quartier allait de plus en plus mal et toutes les réponses institutionnelles de la ville, c'était on envoie une équipe jeunesse pour créer une salle, pour occuper une salle, pour occuper les gamins. La salle brûle au bout de quelques semaines, donc plus personne. Les 3 salles ont brûlé, en fait. Les 3 salles du quartier ont brûlé. Et c'était devenu un des quartiers, alors aujourd'hui ça va mieux, mais un des quartiers qui était considéré comme un des plus violents, malgré le fait qu'il y a un grand parc. De l'extérieur, ça se voyait pas forcément. Les habitants, quand je les ai rencontrés, avaient un de leurs indicateurs, c'est le seul quartier où on ne peut pas se faire livrer des pizzas. C'est le seul quartier qui était marqué zone rouge, parce que quand le livreur de pizza venait en mobilette, il se faisait piquer les pizzas et la mobilette. Donc, des réponses de la mairie en essayant de créer des structures, mais ça ne marchait pas. Un collectif qui essaye et qui est vite épuisé. Donc, il y a un diagnostic qui est fait, local, et qui amène à dire qu'il faut lancer une démarche de développement local, c'est-à-dire comment on regarde ce quartier dans toutes ses problématiques, d'une manière globale, et quel type de projet on peut lancer derrière. Et donc mon poste a été créé suite à ce diagnostic. Et donc là, on est dans une démarche assez classique pour ceux qui travaillent dans les collectivités ou même dans les associations. On retrouve donc dans une démarche classique de développement local, de territoire. D'abord, la première étape, c'est on fait un diagnostic. Le diagnostic va nous permettre de regarder le quartier, mais quand même beaucoup à partir de données statistiques. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir il y a on fait des catégories d'habitants, combien de personnes qui sont au chômage, combien de familles monoparentales, combien de personnes qui touchent le RSA, pour faire des catégories d'habitants. Et donc en fait, ce diagnostic, il se construit beaucoup sur des représentations mentales de la réalité, à partir de catégories d'habitants sur des critères de problèmes communs, on va dire. Et à partir de ça, on va définir quelles sont les grandes problématiques qui se dégagent de ce territoire. Donc, on va retrouver toujours un petit peu les mêmes, des problématiques économiques, des problématiques sociales, des problématiques éducatives, éventuellement urbanistiques si c'est isolé. Et donc, à partir de ces problématiques, on définit un projet. Mais en fait, le projet, c'est surtout un dossier. Dans quel dispositif on va pouvoir l'inscrire pour avoir des financements, dans quel contrat. Alors, si on est dans le cadre de la politique de la ville, voilà, on va chercher les financements, les compétences pour mettre en œuvre un projet qui va mettre, en fait, qui va essayer de mettre sur le territoire le développement, en fait, d'un programme d'action. C'est-à-dire qu'à chaque problématique, l'institution cherche qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut apporter comme action pour essayer de résoudre ces problématiques. C'est un peu caricatural, mais si vous voulez, on s'aperçoit qu'on est sur des territoires où on va mettre en œuvre de plus en plus d'actions. Ça peut être très utile pour les personnes qui en bénéficient, mais que dans la globalité, c'est pas ça qui fait changer. Ça permet de changer sur des itinéraires individuels, mais qu'au niveau du collectif, le quartier reste le même. Et donc souvent, on refait un tour.
Quand ça ne marche pas, on va réévaluer les actions, on va refaire un diagnostic, on va redéfinir des problématiques, on va refaire un projet, on va remettre un programme d'action. Et en fait, on va refaire plus de systèmes. Et au cœur, ce que ça développe, c'est l'institution qui porte les solutions. Et donc après, on s'est dit, il faut associer les habitants à tout ça, c'est parce qu'en fait, on fait sans eux. Et donc, quand moi j'ai été engagée, ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de dire, bon là, on a déjà fait un tour ou deux, maintenant il faut aller présenter, il faut faire une réunion avec les habitants du quartier, et il faut aller leur présenter le projet, parce qu'il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils se sentent concernés, il faut qu'ils participent, et avec eux, on va mettre en œuvre le projet. Donc moi j'arrive en tant que jeune professionnelle avec beaucoup d'enthousiasme, en me disant, voilà, génial, on va faire le projet avec les habitants, il suffit d'eux. Et donc, cette fameuse réunion, donc je fais du porte-à-porte, je vais me présenter, sachant que j'étais un petit peu toute seule, puisqu'il n'y avait pas d'autre structure qu'une école et une crèche, donc pas d'association, plus d'amicale de locataires, voilà, et pas beaucoup de relais. Donc, je vais discuter avec les gens sur les bancs, enfin, j'essaye de créer du lien pour les amener à cette fameuse réunion où on va présenter le diagnostic et en leur demandant après, voilà tous les problèmes qu'il y a sur votre quartier, mes chers habitants. Maintenant, quelle est la priorité, par quoi on commence et quelles idées vous avez pour qu'on puisse mettre en œuvre ensemble des actions. Donc j'arrive à avoir quand même, avec beaucoup d'énergie, j'ai mis plus de 2 mois pour mobiliser, pour faire venir des habitants à ma réunion. Et je leur présente les problématiques du quartier. Et au fur et à mesure que je présente les problèmes, je vois que l'ambiance se plombe. Mais c'est logique en fait, parce qu'on arrive devant des gens, on arrive de l'extérieur et on leur dit voilà votre quartier, voilà tout. Et les problèmes ils les connaissent, ils vivent avec tous les jours. Et en plus, on leur balance tout ça d'un coup. Et après, en leur disant, bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et donc là, ils n'ont pas du tout réagi comme je voulais. Mince. Ils ont commencé à dire, il faut faire des choses pour les jeunes, ils cassent tout. Il y avait le nombre de halls qui étaient dégradés. Il y avait même des halls où on retrouvait des tirs de balles. Donc il faut faire des choses pour les jeunes, et puis d'autres qui disent mais attendez, alors parce que les jeunes ils cassent, vous voulez commencer par faire des choses pour les jeunes, donc ça veut dire que plus ils vont casser, plus ils sont prioritaires. Puis d'autres qui disaient oui mais moi j'ai pas de jeunes, moi j'éduque bien mes enfants, il faut faire des choses pour les familles, et puis d'autres qui disaient moi j'ai pas d'enfants, le problème c'est le stationnement. Et donc là en fait ça part dans tous les sens. Et donc moi, je ne maîtrise pas. Finalement, le seul consensus qui se fait, c'est contre la mairie qui finalement fait rien. Voilà. Donc là, en fait, pour être honnête avec vous, je crois que ça a été mon pire cauchemar professionnel, cette réunion. C'était la fosse au lion. Je me suis fait manger toute crue. Et donc, on sort de là. Et on s'aperçoit que ça n'a servi à rien, que finalement, on est face à des murs de représentation entre les différentes catégories d'habitants, c'est-à-dire un quartier qui est mixte, où la mixité peut être une richesse. En fait, là, elle était vécue plutôt comme source de préjugés, de représentation, les uns envers les autres, entre les jeunes, entre les plus âgés, entre les différentes catégories sociales et culturelles d'habitants. Et que finalement, j'avais renforcé les clivages, en fait, en leur demandant c'est quoi la priorité, puisque personne n'avait la même priorité. Et c'est vrai que ça m'interrogeait beaucoup après cette réunion. Je me suis dit, mais comment faire ? Alors, soit on fait le projet tout seul, et puis sans les habitants, soit, si vraiment on veut les associer, comment on fait ? Comment on mobilise ? Parce que finalement, je me suis aperçue que les personnes qui étaient là, les motivations, c'était soit parce que ça permettait de créer un espace de parole, et donc c'était plutôt la colère qui venait s'exprimer. Donc, bon, c'est déjà ça, il faut que tout s'exprime, mais ce n'est pas très constructif. Soit c'était des personnes qui étaient déjà très militantes,
qu'on retrouvait dans plein d'autres associations, etc., et donc qui pouvaient être plus constructives, mais surbookées et pas forcément aussi disponibles, et puis c'était surtout sur elles qui avaient porté déjà beaucoup de choses, donc relativement épuisées. Il y a des jeunes qui sont venus et qui m'ont dit après la réunion, je suis venue à ta réunion, donc j'ai quoi en échange ? Donc un système aussi, ben oui, il y a le clientélisme, ça existe, c'est-à-dire on participe, mais en échange, on attend que la mairie nous paye des vacances au ski, qu'elle nous trouve du travail. Enfin, il y a aussi ce rapport un peu marchand on vient participer à vos trucs, mais en échange, on attend quelque chose. Et puis ceux qui étaient venus participer parce que ils m'avaient rencontré, qu'ils s'étaient dit la petite Jeanne elle arrive, on va l'aider. Plus, j'allais dire par affect en fait, par lien, mais que des motivations qui ne permettaient pas d'être dans une construction à long terme. Et ce qui renvoyait beaucoup, c'est de toute façon aujourd'hui, plus rien n'est possible sur ce quartier, ça va de mal en pis, et donc de toute façon ça sert à rien. Et nous on attendait plutôt qu'à cette réunion vous nous disiez ce que vous aussi vous alliez faire. Donc première question, la question de comment on mobilise, sur quelle motivation. Et puis la deuxième, c'est est-ce que c'est possible de faire du consensus ? Si chaque habitant vient avec ses propres représentations, avec ses propres intérêts, ce qui est tout à fait légitime, est-ce que le consensus est possible ? Voilà. Donc c'est vrai que je suis partie avec ces questions en me disant je ne reviens pas si je ne trouve pas des réponses à ces questions et si je ne trouve pas une autre méthode. Parce que je m'étais complètement plantée. Enfin, c'est comme ça que j'avais aussi appris à faire, mais à faire du développement. Mais en fait, c'est le développement, les projets de développement dont le sujet, c'est l'administration, c'est l'institution, c'est les professionnels. Le sujet du projet, c'était pas les habitants. Donc après, quelle place on peut leur laisser dans un projet comme ça ? Et donc je suis partie un peu partout en me disant en démocratie participative ou en dynamique collective, voilà, j'y connais pas. Finalement, on n'est pas très formé à ça. On est surtout formé à faire de la méthodo classique. Donc j'ai été rencontrer pas mal de personnes qui faisaient des expériences. Puis je m'apercevais que les expérimentations tenaient beaucoup sur justement des gens engagés. Quand les personnes s'en allaient, ça pouvait retomber. Et qu'on retrouvait aussi beaucoup de limites aux démarches qui pouvaient être faites. Je ne trouvais pas forcément de méthodologie. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des trucs exceptionnels qui fonctionnaient, mais sans que pour autant on soit dans une capacité de généraliser avec une méthode ou avec quelque chose que moi je puisse... c'était spécifique à l'endroit où ça se faisait. Et puis finalement, je suis tombée sur les travaux d'un chercheur anthropologue. Alors pour être honnête, je n'ai pas tout compris au début. C'est un chercheur qui s'appelle Roger Nifle. Les textes sont complexes, mais... comment expliquer ? Quand j'ai lu, je suis tombée par hasard sur un article, j'ai eu une révélation de me dire, là, il y a quelque chose, il faut que j'essaye. Je pense que c'est pour ça que chacun peut aller vers des démarches différentes. Des fois, c'est la rencontre aussi entre une personne, un parcours, une histoire, et puis un article, un auteur, une démarche. Et moi, quelque chose a résonné très fortement. Et donc, comme je n'avais pas tout compris, j'ai cherché ses coordonnées et au culot, je l'ai appelé en lui expliquant la situation dans laquelle j'étais et puis en lui demandant conseil parce que je ressentais des choses mais que je n'étais pas capable d'expliquer. Et puis là, j'étais face à un mur en fait. Les habitants, il y avait des murs entre eux, mais moi, professionnellement, j'étais face à un mur. Et ce qui m'a expliqué m'a bouleversée et m'a donné vraiment envie d'essayer. Et c'était vraiment ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'à 3 niveaux. Déjà, c'était de changer de regard sur le quartier. Donc, ce qui m'expliquait, c'est qu'il fallait que je regarde le quartier comme une communauté humaine. Donc, pas comme une collection d'individus, collection d'individus qu'on va mettre par des catégories, mais que les gens sur un quartier, il n'y a pas l'immeuble des chômeurs, l'immeuble des familles monoparentales. C'est pas comme ça que les gens vivent. C'est pas la vraie vie. C'est pas notre vraie vie. Et donc de pouvoir regarder le quartier comme une communauté humaine
Parce qu'en fait, toute notre réalité est faite d'appartenance à de multiples communautés. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, on ne peut exister sans... C'est existentiel, en fait, d'être dans intégré, en fait, ou être en lien avec... être dans des communautés professionnelles, scolaires, de loisirs, politiques. On ne choisit pas ces communautés de naissance, mais après, on choisit ces communautés d'engagement. Hier, on parlait des Amis de la Vie comme une institution. Moi, je la vois d'abord comme une communauté, la communauté des Amis de la Vie. Et toutes les communautés, en fait, on n'est que dans des communautés de communautés, des communautés de la diversité, des communautés d'altérité. Et le lien entre le commun et l'altérité, il passe par la communauté. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire, cette communauté, donc elle est constituée de plein d'autres communautés. Par exemple, sur un quartier, il fallait repérer. Évidemment, il y a des communautés plus religieuses, culturelles, mais il y a aussi la communauté des gardiens de l'OPH, la communauté des assistantes maternelles, la communauté de tout ce groupe qui va jouer au boule ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plein de communautés de personnes qui partagent un commun. Et que la communauté de ce territoire n'est pas non plus une addition. Toutes ces communautés, elle a aussi quelque chose qui crée ce commun, et que d'abord il fallait considérer, si le projet de développement c'était le projet du quartier des Hautes-Bruyères, que le sujet du projet de développement c'était la communauté des Hautes-Bruyères. Voilà. Et avec cette idée que chaque communauté humaine crée une culture, a des traits d'identité qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont le socle du commun et le socle de l'unité. Et que c'est ça qu'il faut aller chercher pour pouvoir mettre cette communauté en mouvement. Et donc, voilà, déjà un changement de regard sur un quartier. Considérer un quartier comme une communauté humaine, c'était complètement différent déjà de la première vision, mais qui est liée aussi à notre héritage en France, où en France, on s'est construit avec l'idée que c'était l'État qui faisait la nation, dans un lien individuel entre l'État et chacun en tant que citoyen, dans un lien juridique et administratif. Et donc, aux yeux de l'État, il n'existe pas de communauté, il n'existe que des citoyens individuels dans ce lien direct. Et donc, on construit à partir de là des théories et des méthodes à partir aussi de cette vision-là. Donc déjà, pour moi, un changement de paradigme, c'était déjà une manière différente de regarder un quartier à partir de son intériorité humaine. Et après, voilà, je vais vous expliquer comment pouvoir aussi la comprendre. Le deuxième changement, c'était au niveau de la posture professionnelle, puisque là, c'était de se dire que ce n'était pas les professionnels qui allaient apporter les réponses, mais de partir du principe, c'était le parti pris de cette démarche, que la communauté, en fait, la communauté des Hautes-Bruyères, était un sujet d'intelligence collective. Cette communauté avait la capacité de se comprendre et de comprendre le monde, avait des capacités de talent, de savoir-faire, une richesse humaine qui est absolument extraordinaire, mais qu'il faut prendre le temps de découvrir. Et alors, ce qui m'a encore plus intéressée, mais pas forcément évident à expliquer, c'est que donc, ce chercheur part du principe que toutes les communautés humaines, quelles qu'elles soient, ont un génie propre. C'est-à-dire qu'elles ont une vocation culturelle. Vous, communauté des Amis de la Vie, vous avez un génie propre et vous avez une vocation culturelle, vous avez quelque chose, vous avez une part d'humanité à apporter aussi aux autres. Et la communauté des Hautes-Bruyères a aussi, en tant que communauté humaine, une part d'humanité, c'est-à-dire qu'elle a une âme. Alors c'est une communauté de sens, c'est-à-dire que derrière la vision anthropologique, c'est de partir du postulat que l'être humain est un être de sens, un être spirituel dans le sens d'un être de sens, et donc qui fait partie de communautés de sens, et qu'il faut pouvoir permettre à cette communauté de se développer dans son meilleur sens, parce que les communautés peuvent se développer dans tous les sens, les meilleurs comme les pires. Et que si on parvient à discerner le meilleur sens de développement, c'est-à-dire le sens du bien commun propre à cette communauté, on peut lui permettre de progresser et de construire une intelligence collective qui lui permettra de prendre aussi en main ses affaires en lien avec toutes les parties prenantes, mais ça sera d'abord ses affaires. Et donc là, c'était un troisième changement, c'était aussi en termes de méthode, de manière de travailler,
puisque il y avait toute une ingénierie derrière, à partir de processus. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai découvert ça, j'étais euphorique de me dire, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir trouvé une échelle qui me permettait d'être montée en haut du mur, pas forcément voir le chemin qu'il fallait prendre, mais en tout cas de voir un horizon. Donc j'ai tout de suite demandé est-ce que je peux me former, puisque le Roger Nif m'avait proposé de me former, et ma hiérarchie a dit non. Ça sort du cadre. J'ai pas expliqué tout ça, j'ai pas dit qu'une communauté avait une âme, je suis restée très évasive, mais en disant qu'il y avait une autre méthode autour de l'intelligence collective, voilà. Mais rien que le mot communauté, il fallait pas l'entendre. Donc effectivement, la hiérarchie a dit qu'il n'y avait qu'une méthode de référence, qui était celle où on tourne en rond. Voilà, quand le système ne marche pas, il faut faire encore plus de systèmes. Et donc c'est vrai que face à ça, trois options, soit on obéit et on se remet à faire ce qui ne marche pas, mais sauf qu'on est lucide, donc on y met moins d'affect après. Soit on démissionne, soit on fait croire qu'on fait toujours l'ancien et on essaye quelque chose de nouveau. Donc j'ai opté pour, si je suis là, c'est que j'ai opté pour la troisième. Voilà, de désobéir, mais sans le montrer. Voilà. Et donc l'idée, c'était, j'étais toute seule en même temps. Il n'y avait pas de, ma chef, elle venait une fois par an sur le quartier encore. Il n'y avait pas de structure, donc finalement, j'étais seule avec les habitants. Donc ça laissait aussi une marge de manœuvre, le fait qu'il n'y ait pas trop d'institutions sur ce quartier. Et donc, ce qui était... Alors, le fait de ne pas avoir de formation était quand même très compliqué. Mais après, on était sur un petit quartier. Et ce que j'avais compris, c'est que l'idée, c'était d'amener à cette communauté des bruyères qui ne s'identifiait pas en tant que telle, en fait. Elle existe potentiellement, elle a construit une culture, mais il faut l'aider à se reconnaître, à construire une conscience collective et à l'entraîner dans un chemin de développement. Et le chemin de développement qui a été théorisé par le chercheur comprend 4 stades, 4 étapes qui correspondent aux différents âges de la vie et aux différents âges du développement humain. Donc l'idée, c'est que toutes les communautés, mais quelles qu'elles soient, même les civilisations, et même nous, en tant qu'individus, on passe par 4 âges. Donc le premier âge, c'est, selon lui, après, moi j'ai adhéré, mais chacun est libre, c'est l'âge archaïque. C'est de dire d'abord, on est dominé par les pulsions, les affects. Par exemple, un quartier où il y a des phénomènes de violence, beaucoup de colère, c'est un quartier où qui est encore dominé par beaucoup d'affects qu'il va falloir investir et apprendre à maîtriser. Donc l'âge archaïque, c'est aussi sur là où se joue tout le relationnel, et que donc d'abord la première étape, c'est d'arriver à recréer du plaisir à être ensemble. Et pour recréer du plaisir à être ensemble, il faut déjà reconstruire une identité collective gratifiante sur des quartiers qui ont une mauvaise image du quartier lui-même et qui a aussi une mauvaise image extérieure. Donc c'est d'abord comment on reconstruit une identité collective, parce qu'il ne pourra pas y avoir de projection collective s'il n'y a pas d'identification commune. C'est le fait de se reconnaître avec du commun qui est mobilisateur et qui donne envie d'agir et qui donne envie de faire des choses ensemble. Donc, dans une première étape, de pouvoir essayer de reconstruire une identité collective authentique, en lien avec ce qui fait vraiment les traits culturels, identitaires de ce quartier. La deuxième étape, c'est l'âge du faire, F-A-I-R-E. C'est-à-dire que quand les habitants reprennent du plaisir à être ensemble, au-delà de leur diversité, les accompagner à faire des initiatives, faire ce qu'ils veulent, puisque le changement, c'est de se dire que le levier de transformation, c'est pas la mise en œuvre d'action, c'est la mise en mouvement d'acteurs. C'est la dynamique humaine, en fait, qui transforme la réalité. Et donc, c'est pas le fait de faire telle ou telle chose, c'est le fait de le faire ensemble et de construire des compétences individuelles et aussi collectives pour pouvoir apprendre à faire ensemble et commencer à se construire, que ça fasse du sens, à construire du commun et aussi des valeurs communes. Et la troisième étape, c'est l'âge des représentations. C'est que
toutes ces expériences qui sont menées commencent à exprimer des représentations communes, des visions communes. Donc ça, je vous explique. Pardon, il fait chaud. Je vous expliquerai, puis on pourra illustrer quand les habitants sont mis à faire des initiatives au niveau de l'éducation, voilà, des choses pour les enfants et plein de choses dans toutes les affaires communes en fait, des brigades vertes pour nettoyer le quartier, une bibliothèque. Enfin voilà, ils ont fait plein de choses différentes. Le fait de faire ensemble leur a amené petit à petit à construire aussi une vision commune de ces différents des affaires en fait qui font les affaires du quartier, ce qui permet après à l'âge des représentations d'être plus dans un travail de structuration, c'est-à-dire que après il faut pouvoir définir aussi des rôles, des responsabilités et de travailler plus sur une intelligence collective des différentes affaires. Donc c'est là où on en est aujourd'hui avec des différents groupes qui vont travailler sur l'urbanisme, l'éducatif, la convivialité. Enfin, il y a un certain nombre de thèmes. Mais on peut le faire aujourd'hui parce qu'il y a tout un chemin, en fait, qui a été fait avant. L'erreur que j'ai faite, c'est que la première réunion, j'ai mis des habitants ensemble en leur demandant des priorités. Ça voulait dire déjà des représentations communes, alors qu'ils n'avaient pas déjà reconstruit un plaisir à être ensemble, un faire ensemble. Et c'est une fois que ces deux étapes sont passées qu'on peut, sachant qu'elles sont successives mais aussi parallèles. Hein. Il y a des habitants qui arrivent à n'importe quelle étape. Et c'est pas parce qu'on passe à la deuxième que la première continue pas. Mais pour passer à la troisième, il y avait besoin d'avoir déjà passé ces deux premières étapes. Et la quatrième étape, c'est l'âge du sens. Voilà, l'âge du sens, c'est quand cette communauté humaine est en capacité de prendre en main son devenir, qu'elle a la vision de là où elle veut aller. Et c'est à ce moment-là qu'on peut construire aussi un modèle de gouvernance en lien avec les institutions, avec la ville. Donc le modèle de gouvernance est en lui-même une institution, mais qui est le produit d'une intelligence collective et d'une dynamique humaine. C'est pas d'abord on construit la structure et on met les gens à l'intérieur, c'est on fait un chemin d'apprentissage en fait, une pédagogie de la participation pour aller jusqu'à la construction d'un modèle de gouvernance en lien avec ce qui fait la culture propre de ce quartier. Donc voilà, ça c'était le chemin un peu des âges de maturation humaine. En termes d'intelligence collective, le dernier âge du sens, en fait, ce qu'on essaye de viser, de construire, c'est une intelligence du sens. Ce que nous, on appelle dans la méthode l'intelligence symbolique. Et cette intelligence symbolique, donc, qui est propre, c'est-à-dire que le sens du bien commun est propre à cette communauté humaine. Et chaque sens donc c'est pour ça qu'on peut être dans plein de communautés humaines qui ont chacune leur sens du bien commun, leurs valeurs, une histoire partagée. Mais tous ces sens, il y a une cohérence, ne sont pas incompatibles, au contraire. Et donc l'intelligence collective symbolique se construit aussi à partir d'une intelligence sensible. Hein. L'âge archaïque, c'est d'une intelligence sensible donc, autour de l'émotionnel, reconstruire des relations, autour d'une intelligence pratique, factuelle, hein, à partir des habiletés, des savoir-faire, et à partir d'une intelligence mentale. Et donc c'est une intelligence symbolique qui est à la fois intelligence sensible, intelligence factuelle pratique, intelligence mentale, mais tout ça au service du sens. Ce qui peut poser peut-être problème aujourd'hui, alors en tout cas c'est comme ça que Roger Neff le théorise, lui il pense qu'au niveau de notre civilisation occidentale, on est en crise parce qu'on est dans ce passage aussi de l'âge des représentations à l'âge du sens. C'est-à-dire que nos sociétés se sont très structurées, des procédures, des lois, des structurations, des systèmes, mais qui sont devenus au service d'eux-mêmes et puis au service d'un sens. Et que ce qui émerge au niveau de la société civile aujourd'hui, c'est du sens. C'est de pouvoir se réapproprier les affaires communes, de se réapproprier le politique, mais le politique comme repère du sens commun. Et que, donc, comme toute crise, il y a des régressions. On peut régresser dans des âges antérieurs, mais c'est aussi plein de promesses pour pouvoir aller vers cet âge du sens. Et donc, sur un quartier de banlieue, l'idée, c'est aussi d'essayer d'accompagner cette communauté d'âge en âge à partir d'un noyau qui va s'étendre et qui va aussi progresser et entraîner les autres.
Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc c'est vrai que d'abord c'était de pouvoir considérer et explorer cette communauté humaine. Et donc j'ai passé beaucoup de temps déjà aux archives pour voir tout ce qui avait été écrit dessus, son histoire. J'ai découvert des choses absolument extraordinaires. J'ai découvert que quand le quartier avait été construit, on avait retrouvé des restes préhistoriques, des vases gallo-romains. Alors ça, personne ne savait. Il y avait un laboratoire d'archéologie à Villejuif. J'ai compris qu'ils faisaient des fouilles sur le parc à côté, mais personne n'était au courant. J'ai découvert que, comme c'était un quartier des années 80, il y avait eu des architectes qui avaient eu toute une innovation écologique, c'est-à-dire que tous les bâtiments récupéraient les eaux de pluie pour faire pousser des plantes. Sauf que ça n'a pas été entretenu, et 40 ans plus tard, il n'en restait plus rien, et plus personne s'en souvenait. Et donc on voit qu'il y a des amnésies en fait sur les territoires, et le fait d'aller déjà rechercher l'histoire de cette communauté humaine, même aux origines, d'aller voir aussi les habitants avec des entretiens. Donc dans la phase exploratoire, il y a toute une technique qu'on appelle l'écoute activante, c'est-à-dire aller écouter les habitants nous parler de leur quartier et donc nous parler d'eux. Mais moi, au début, quand j'allais les voir, c'était pour qu'ils me parlent de leurs problèmes. Et je rebondissais parce que finalement, ma légitimité professionnelle, elle se construisait sur les problèmes. Tandis que là, c'était de pouvoir aller les écouter, où on dit, on peut entendre les problèmes, mais on ne rebondit jamais dessus, parce que ce qu'il faut aller chercher, c'est les potentiels. Et de les écouter, et rebondir par contre tout le temps sur les potentiels. Et donc, c'est toute cette matière qui m'avait permis de découvrir que un des meilleurs potentiels de ce quartier, peut-être, il y a toujours plein de potentiels, mais en tout cas, peut-être le génie propre de cette communauté humaine, il était autour d'une capacité à organiser des fêtes avec une convivialité gastronomique, villageoise, quelque chose d'assez particulier. Et pour avoir fait ce travail aussi sur d'autres quartiers, la convivialité, elle est très importante partout, mais là, c'était comme une spécialisation, comme une spécialité. Comme les Bretons font super bien les crêpes, ou qu'à Montélimar, on fait du nougat, Haute-Bruyère, il y a ce génie propre autour des fêtes. Et donc l'idée, c'était de lancer la démarche en essayant de créer un événement festif qui puisse permettre de reconstruire aussi l'identité collective, donc avec un village archéologique, un village des cultures gastronomiques, toutes les cultures, et puis un éco-village. Voilà. Alors, je ne suis pas très structurée, en fait, parce que je vous ai présenté les 4 âges. Et là, je suis repartie sur le premier âge, déjà. Donc, comment on lance une démarche ? Donc, pas à partir d'actions qu'on a imaginées à partir des problèmes, mais à partir d'une première action qu'on a imaginée à partir de ce qui peut être le meilleur potentiel de ce quartier, de cette communauté humaine. Et donc, c'était un défi parce que... j'ai essayé de lancer ça. Si c'était pas juste, il y aurait eu 3-4 personnes. Je pose ma question parce que ce génie propre, il a émergé des habitants ou c'est toi qui l'as déduit de quelque chose ? Est-ce que c'est eux qui l'ont exprimé ? Alors, ce génie propre, il y a des techniques. Dans l'ingénierie qui a été créée par le chercheur Roger Nifle, il y a vraiment des techniques et c'est extrêmement compliqué. Donc là, aujourd'hui, on se forme depuis peu pour être en capacité d'avoir... c'est ce que lui appelle l'analyse des cohérences culturelles. Donc c'est un discernement, c'est-à-dire qu'à partir d'une communauté, on est en capacité de pouvoir définir quels sont ses sens de développement. Et donc on le fait à partir d'une investigation, une exploration ethnographique très approfondie, mais aussi à partir d'écoute activante, c'est-à-dire d'entretien l'âge entre 30 et 40 habitants, de manière semi-directive. Et donc après, c'est toute cette analyse en fait, de toute cette matière qui nous permet de dégager. Il y a des choses qui se recoupent en fait. Et on va beaucoup utiliser aussi l'imaginaire, c'est-à-dire dans l'imaginaire, il se dit beaucoup de choses sur les potentiels. Et donc on va analyser toute cette matière qu'on a pour essayer de trouver quel est le meilleur sens de développement de cette communauté humaine et quel peut être son meilleur potentiel qui va être notre ressort pour construire une dynamique humaine. Et donc on voit bien que la méthode classique, tout se construit sur les problèmes, là, tout se construit sur les potentiels, et en même temps, nous, en tant qu'individus, quand on se développe sur nos potentiels. Donc, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une communauté humaine, en fait, elle fonctionne exactement comme un individu. Elle a un inconscient collectif, elle a une histoire, elle a des choses qui se transmettent de génération en génération, même si ce n'est pas les mêmes personnes.
elle construit une culture, elle a des traits d'une identité, mais qui s'actualisent à chaque fois, mais qui sont quand même des traits et une vocation culturelle propre qui permet d'enclencher quelque chose. Et donc, moi, j'ai tenté le Festi-Bruyères. Alors après, on fait des tests, hein, c'est-à-dire, j'ai senti, c'était un petit territoire. Quand c'est sur des grands territoires, là, il y a besoin de beaucoup plus de technicité. Sur un petit territoire, je me suis dit, si ça marche pas, c'est que c'est pas ça. Si ça résonne, ils vont s'en emparer et ils vont se l'approprier. Puisque tout le chemin en fait de développement, c'est un chemin d'appropriation pour que les habitants se réapproprient en fait leur territoire, retrouvent de l'envie, de la motivation pour agir et pour y faire des choses. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que le Festi-Bruyères, oui, ça a pris. Et Festi-Bruyères, c'est eux qui ont trouvé le nom. Hein. Moi, j'ai juste amené le concept et après, ils ont mis ce qu'il y avait à l'intérieur, ils se sont mobilisés. Et après, ils ont créé des répliques tout au long de l'année de fêtes rituelles et c'est devenu un moteur. Et donc, j'ai quelques illustrations d'un petit film qu'on a fait, puisque donc là, finalement, on a réussi de manière plus ou moins confidentielle sur le processus, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui était visible, c'était les actions. Donc les actions, moi, je pouvais faire des bilans où on remettait telle et telle action, mais on ne savait pas que telle action était liée à tel processus. Avec la difficulté, c'est que le quartier a commencé à aller quand même mieux. Il y a pu avoir de nouveau des livraisons de pizza. Je crois que le fait de reconstruire une identité collective est quelque chose d'essentiel et l'était notamment par rapport aux jeunes. En fait, les jeunes, c'est les jeunes qui étaient dans la violence qui souffraient le plus de ne pas avoir de communauté d'appartenance. Souvent, ils étaient en rupture avec leur communauté familiale, plus de communauté scolaire, pas encore de communauté ou des difficultés à être dans une communauté professionnelle, pas de communauté de loisirs. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait qu'on est dans des phénomènes de bande ou d'intégrisme ou de communautarisme. C'est quand la communauté n'intègre plus qu'il y a ces phénomènes-là. Donc c'est vrai qu'on dénonce la communauté, mais c'est comme si, parce qu'il y a de l'individualisme, on dénonçait l'individu. Et c'est le fait qu'une communauté se reconstruise a permis à beaucoup de jeunes de retrouver en fait une place, de retrouver une estime, parce que la première phase en fait c'est de retrouver de la confiance, de retrouver de l'estime de soi et de pouvoir retrouver des espaces aussi avec d'autres qui n'auraient jamais croisé. Et finalement on utilise un peu les mêmes leviers que les intégristes, la valorisation, l'estime de soi, reconstruire une identité collective qui restaure une identité personnelle, sauf qu'on le fait dans un sens de responsabilité, d'ouverture et dans le meilleur sens. Et je pense que c'est le meilleur levier, le meilleur rempart en fait qu'on puisse faire contre justement tous ces phénomènes d'intégrisme. Voilà, donc ça a été... Il y a eu plutôt des résultats quand même. Enfin, les RG sont venus pour savoir pourquoi sur ce quartier les phénomènes de violence baissaient alors que partout ailleurs ils se sont dit il y a quelque chose en dessous. Donc il y a eu des résultats. Après, c'est fragile parce que quand on doit pouvoir après passer à une phase 3, c'est-à-dire de construction de groupe, d'intelligence collective sur les affaires pour construire une gouvernance, là par contre, ça peut plus se faire de manière cachée, c'est-à-dire que la communauté Haute-Bruyère, elle a besoin de la communauté ville pour pouvoir investir et pas seulement de ponctuellement le directeur jeunesse ou qui vient aider là ponctuellement, c'est-à-dire de manière informelle. Il y a besoin de construire aussi que cette démarche puisse être assumée politiquement et structurellement par une institution. Et donc pour pouvoir continuer de progresser, il a fallu l'expliquer avec la difficulté, c'est que les politiques disaient il y a un truc intéressant, ce quartier va mieux, et donc disaient à tous les autres quartiers faites comme un Festi-Bruyères, sur le Bruyères ils ont un journal de quartier, faites un journal de quartier. Et donc ils copiaient les actions, mais ça donnait pas les mêmes résultats. Donc ça créait des espèces de jalousie, de concurrence, et pourquoi ça marche là et pas là, c'est qu'ils doivent avoir 10 fois plus de moyens, enfin voilà. Et donc il y a un moment, il faut pouvoir partager le processus, sachant que ça a été long, et puis qu'il y a eu, là je fais un résumé, mais il y a eu plein d'erreurs, enfin moi j'ai fait plein d'erreurs, et à chaque fois que les habitants de toute façon me suivaient plus,
c'est qu'on n'était plus dans le bon sens. Donc c'était, quand il y avait des crises, c'était souvent des crises de sens. Et le fait donc de pouvoir après le partager et dire ce qu'on fait, c'est du développement communautaire, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. J'avais lâché le gros mot. Et donc, ça a eu un effet au niveau interne, au niveau institutionnel et au niveau politique. Là, on ne voyait plus du tout les résultats et ça a eu plutôt un effet un peu... ça a été très difficile au niveau des attaques. Attention, c'est du communautarisme. Ce qu'elle fait, c'est contre la République, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a... la démarche a dû stagner pendant 3 ans à l'étape 2. Donc, ça a un peu régressé. Ah oui, non, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, mais c'est long. Et il y a un moment où il y avait tellement d'attaques sur justement c'est dangereux, communautarisme, qu'avec un habitant, on a fait un petit film. Donc on a été chercher aussi des personnes extérieures, mais en même temps, chaque épreuve est aussi formatrice parce que ça oblige aussi à aller chercher des ressources. Et là, en l'occurrence, des ressources extérieures, en se disant on va faire un petit film avec des interviews d'habitants et puis de professionnels aussi qui participent pour dédiaboliser et dire mais... regardons en France, la France, il y a des communautés, de toutes sortes, mais il y a aussi des communautés de territoire. Et c'est ces communautés de territoire qui sont des leviers de transformation. Donc ce que je vous propose pour que ce soit, parce que c'est un peu abstrait tout ce que je vous raconte, que vous puissiez voir quelques images. On ne va pas tout regarder parce que c'est un petit peu long, mais on va arrêter avant la fin, mais comme ça vous allez pouvoir... La démarche de développement social communautaire qui est en place sur Villejuif est intéressante. J'y amène des groupes de stagiaires. Là, je suis par exemple sur 2 stages avec le CNFPT qui sont des intras, des assistantes sociales du 93 en fait, qui ont demandé de travailler sur ce sujet pour modifier leurs pratiques professionnelles de façon importante. Il y a une reconnaissance importante. Il y a eu un colloque à Vaux-en-Velin au mois de mars qui a réuni plusieurs centaines de chercheurs. Le mot communautaire fait très peur en France pour des raisons, communautarisme, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est s'appuyer sur des communautés de territoire. Alors le développement social communautaire, je pense qu'il faut le promouvoir, en sachant qu'il faut tout de suite dire qu'il faut faire une distinction entre communautaire et communautarisme. Et l'intérêt de nos sociétés modernes, c'est de pouvoir concilier une diversité d'appartenances communautaires qui ne sont pas contradictoires avec l'appartenance commune à la République. On s'est retrouvé avec une centaine de portraits, que plein de gens jouaient le jeu, que du coup je trouve que ça embellit vachement la cité, le quartier, voilà, ça donne une bonne tête aux gens. Tu vas doucement. J'ai vraiment trouvé cette expo. Avant, les hautes bouillantes s'affichent là, c'est génial ça. Ah oui, vraiment. C'était génial. Hein. Ah non, mais c'est génial parce que c'est une initiative qui permet aux gens de voir qu'il y a la diversité à Villejuif, que les gens s'engagent, qu'on est capable justement de faire sortir l'artistique de nos quartiers et tout ça, que c'est vivant quoi, qu'on est créatif. Parce que je pense que c'est à partir du moment où les gens se connaissent, se reconnaissent, qu'ils peuvent s'ouvrir. Voilà. La fermeture, c'est la peur. Je pense que tout ça va dans une autre logique que ça. Je pense que ça a un peu accéléré mon intégration dans le quartier, oui, ça forcément. La fête, c'est pas la fête pour la fête. À ce moment-là, c'est là tout se crée. Les moments des fêtes, les projets naissent, les relations, les conflits qu'il y a eu s'apaisent, voilà.
Si on reprend l'historique du collectif, on avait à faire face dans ce quartier à des situations d'incivilité assez difficiles, avec deux options, soit le repli sur soi et l'enfermement, avec une vision un peu sécuritaire, soit au contraire occuper le terrain, apprendre à se connaître, se tourner vers les autres et puis essayer de trouver des solutions ensemble. Tu prends 2007 à maintenant, c'est un quartier qui a été complètement chamboulé, en bien. Et donc ça bouge beaucoup, mais il faut que ça bouge encore plus. La vie associative était pas du tout développée. Et c'est ce qui a changé, quoi. Il y a un côté familial qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, quoi. Familial dans le sens où ça englobe vraiment tout le monde dans le quartier, quoi. Oui, il y a une dynamique, voilà. Il y a une dynamique, ouais. Ouais. Par rapport il y a quelques années, où on était un petit peu chacun dans son coin. Il faudrait qu'on arrive à un petit peu à plus mélanger les différentes zones du quartier. Je pense qu'il y a du boulot qui a été fait, du bon boulot, et je crois qu'il faut qu'on continue. Ouais. Ouais, sincèrement. Au début du balcon, quand elle faisait, elle disait, j'ai dit t'emmènes quoi la fête des voisins, elle me dit de la soupe, j'ai dit ah ben j'en veux pas. Puis après tu faisais la queue, voilà, comme tout le monde. Et qu'on goûte. Ça fait du bien de leur donner un coup de main, de un peu s'investir. On a fait des petits sandwichs, des apéritifs, tout ça pour les membres. On l'a fait un peu avec les moyens du bord, on est toujours un peu comme ça. Il y en a qui, ça manquait un peu de pain de mie, l'autre est parti un peu chercher chez lui. Franchement, ils m'ont bien accueilli, c'est la vérité que je peux dire. J'ai une boulangerie, mais je ne me considère pas que je suis dans une boulangerie, mais c'est comme j'habite, c'est un habitant des quartiers. Franchement, c'est le vivre ensemble. Maintenant, c'est accueillant, tout simplement, alors que les gens se sentaient rejetés, les habitants se sentaient rejetés il y a 10 ans de ça. Bah, moi je trouve que c'est un quartier qui bouge beaucoup, il y a toujours des choses, ça bouge tout le temps. La salle des hôtes des 12 HB est toujours ouverte, donc les jeunes peuvent venir, mais les moins jeunes aussi. Donc il y a toujours, ça bouge toujours. Par contre, dans d'autres villes de la région de l'Île-de-France, c'est beaucoup moins évident, donc c'est pour ça que moi je trouve que il y a l'air d'avoir du lien social, et ça c'est assez sympa. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent ici, c'est pour ça qu'on est en train de faire le Festi Bruyère, parce que les gens de l'extérieur arrivent aujourd'hui pour qu'on puisse les découvrir et pour qu'ils nous apprennent autre chose et nous on leur apprenne des choses. Ah oui, clairement c'est une communauté de vie. Encore, juste pour reprendre le Festi Bruyère, quand je vois sur un stand la petite maman voilée qui vient du Mali, la petite française blonde avec des habits serrés, voilà, qui n'a pas peur de montrer ses belles formes. Le fait qu'elles arrivent à discuter toutes les deux et qu'elles soient sur un atelier ou un stand derrière en train de dire on va faire ci, on va faire ça, l'autre lui donne un coup de main pour porter ça, à la fin ils se donnent tous des coups. Pour moi c'est extraordinaire et ça on le voit pas partout. Nous on faisait un atelier céramique et on a eu plusieurs femmes qui ont passé l'après-midi avec nous, hein, des femmes d'origine maghrébine, et à un moment donné elles se sont dit bah, attendez on revient, et elles sont parties chez elles récupérer les céramiques du Maghreb, de leur région, et elle nous les a emportées pour qu'on puisse les regarder, les comparer avec les céramiques préhistoriques et proto-historiques qu'on avait là. Et ça, je trouve ça génial. Chacun était dans leur coin auparavant, on ne se connaissait pas avant, c'était bonjour, bonsoir, c'était tout. Et que maintenant, il y a un lien, tout le monde se connaît. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde va se parler. Il y a 10 ans, énormément de gens demandaient à déménager, alors que maintenant, au contraire, on demande à venir ici. Le plus dur, je dois vous reconnaître, a été d'arriver à intégrer les jeunes du quartier. Mais là, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on y arrive vraiment et à travailler avec eux. Et ça permet aussi d'améliorer les relations entre tous les habitants du quartier, même si ce n'est pas l'idéal encore. En tout cas, tout ça a beaucoup progressé. Les problèmes de délinquance se sont fortement amoindris. Certes, il reste peut-être 1 ou 2 poches sur le quartier, mais par rapport à ce que c'était avant, il n'y a plus rien on ne peut plus comparer, quoi. Donc il y a un certain nombre de services, comme le service jeunesse auquel j'appartenais, qui a essayé d'impulser
un certain nombre de fois des dynamiques par le biais de locaux partagés. Le problème, c'est qu'on ne le partageait pas réellement avec les habitants, mais donc il y a eu plusieurs essais de la gestion, de l'autogestion complète, de la présence d'animateurs jeunesse, etc. Et on a vécu un certain nombre d'écueils, puisque où il y avait des problèmes de conflits de voisinage avec les appartements qui étaient juste au-dessus des salles, où nous avions tout simplement des problèmes de dégradation du mobilier, et même on a été jusqu'à un incendie d'une des salles. Bah, l'ambiance a carrément changé. Hein. Moi personnellement, là, les gens ils se disent bonjour, on peut se faire livrer des pizzas chez nous. À l'époque c'était pas possible ça. Il n'y avait pas de pizza qui venait à la maison. Il n'y avait pas de livreur qui rentrait ici. Quand on associe et des jeunes et des plus âgés et des femmes et des hommes et des familles et des enfants, etc., ce local est donc mieux respecté puisqu'il est partagé. Il y a encore des problèmes sur le parc de vandalisme, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et ça reste quand même très très ponctuel et en tout cas beaucoup moins prégnant que ça ne l'a été. Il y a une grosse évolution sur la place des 11 arbres. Parce qu'auparavant, il y avait toutes les jeunes qui étaient là, c'était le bruit, les gens gueulaient. Maintenant, on les a tendu la main aux jeunes, on essaye de les faire venir vers nous, on les parle. Que maintenant, la place des 11 arbres, les gens commencent à dormir sur leurs deux oreilles. Et petit à petit, d'autres jeunes, ceux qui sont vraiment insérés et intègrent le collectif, vont chercher aussi les autres. Voilà quoi, petit à petit. Il y en a qui ont envie, mais ils n'ont pas encore confiance en eux. Parce qu'il y a beaucoup de tentations. Les enfants, il faut y aller vers eux. Il ne faut pas dire que parce que, bon voilà, il y en a dans leur tête, c'est un peu compliqué. Mais il faut venir vers eux, essayer de discuter, essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas. On en a besoin dans ce quartier. Bienvenue dans le comté d'Avesnois. Vous êtes, je crois, du comté des Hautes-Bruyères, c'est ça? Ah oui, on dit bonjour à tous les gens du Nord qui nous ont accueillis l'année passée. Bon, allez, bonjour les gens des Hautes-Bruyères, comment allez-vous? C'était bien, on était contents. Ouais. Et les chevaux, c'était bien. Hein. Ah oui. Et la ville aussi. Avec le décor traditionnel. Voilà. Ouais. On a trouvé des gens qui étaient aussi en grand besoin et en grande envie de découvrir, de prendre du contact, de s'intéresser à ce qui se passe à la campagne ici, dans notre Avesnois. Voilà, c'était un petit aperçu des initiatives. Bah, c'est eux qui font tout. Ouais. Est-ce que tu as terminé? Oui, alors juste pour dire que jusqu'à la phase 2, vous avez vu, faire ensemble, ça marche. C'est vrai que par contre, depuis plusieurs années, on attendait de pouvoir passer vraiment à la phase 3 et à la construction du modèle de gouvernance. Là, on y arrive après presque 3 ans. Donc ça a été beaucoup de blocage en fait au niveau de l'institution et au niveau du politique. Ça a fait polémique de dire qu'on faisait du développement communautaire. Donc j'allais dire les plus gros blocages sont plus au sein de l'institution. Le politique, oui, il y avait des peurs que ça soit pas maîtrisé. Il y a quelque chose à lâcher en fait. Donc c'était pas évident, mais on arrive à convaincre. Mais c'est l'institution qui cherche toujours à récupérer dans quelque chose qui correspond plus à la méthode classique et de pouvoir. Et puis toutes les identités professionnelles sont construites sur des choses très cadrées. Voilà, donc on régresse, on avance un peu, on régresse. Les âges, c'est pas linéaire, mais on se dit qu'il faut continuer d'avancer. Et donc pour conclure, j'avais envie de redonner la phrase d'hier soir parce que j'ai vraiment adoré un monde dans lequel on peut construire ensemble du commun en reconnaissant la place unique de chacun. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était important qu'on entende Myriam et son témoignage. En t'écoutant, je me disais, mais elle doit être très très seule, en étant la seule à savoir ce qu'elle fait, au fond, à savoir pourquoi elle le fait, etc. Mais voilà, maintenant vous êtes 3, d'accord, voilà. C'est parce que...
Donc vous avez vu une collègue là, de la jeunesse qui est venue travailler sur le quartier. Donc là aussi, il fallait changer de posture. Et puis j'ai une collègue qui est assistante sociale et qui en avait marre de travailler à partir des problèmes et puis de l'individuel, parce que finalement, ce que je vous ai expliqué, c'est exactement la même chose au niveau de l'individu. Quel problème, quel dispositif et voilà, quelle prise en charge. Je caricature parce qu'il n'y a pas que ça, mais et donc elle a souhaité, elle travaille sur un autre quartier où elle a rencontré les mêmes difficultés et elle a souhaité maintenant on arrive à se former. Et donc on a perdu beaucoup là sur le quartier. Là, c'était vraiment un moment où c'était pas encore trop connu. C'est pour ça vivons cachés, mais en même temps. C'est la première fois qu'on expérimente ça sur un quartier, donc c'est pas un chemin, c'est un petit sentier qu'on a ouvert. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi en parler à l'extérieur, en parler donc à l'NFPT qui amène aussi des formations là maintenant. Et donc en conclusion, pour faire ce type de démarche, on a besoin de réunir 3 conditions, donc des conditions politiques, puisque c'est le politique qui est le repère du sens du bien commun. Et qui doit encourager la communauté dans ce sens, pas venir en disant voilà ce qu'on va faire pour vous, mais comment on considère, on soutient, on encourage et on facilite, et comment on protège après ce type de processus, parce que l'institution arrive toujours avec ses grands sabots, avec déjà des projets tout faits, et ça peut mettre en l'air des années de travail avec les habitants qui ont commencé à s'approprier, à construire une intelligence collective d'une affaire, et l'institution va arriver en disant voilà, nous, on a déjà la solution. Donc, je caricature aussi parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais la tendance est quand même comme ça. Donc, il faut pouvoir... le politique doit protéger, en fait, ce type d'expérimentation. Donc, la deuxième condition, c'est l'institution. C'est un changement de posture, puisqu'on inverse complètement les logiques traditionnelles. C'est complètement à l'inverse. Le projet, là, c'est une projection collective, et le projet arrive à la fin, une fois qu'on a pu passer toutes ces étapes. Et donc, il faut pouvoir être passer d'une logique de prise en charge à une logique d'accompagnement. Et donc, comment les différents services, nos collègues professionnels viennent en tant qu'experts au service des initiatives et des projets, et qu'on soit dans une logique de co-construction, mais à égalité. Et c'est pour ça que si on commence par mettre un professionnel et des habitants qui n'ont pas pu expérimenter et se construire une vision commune, etc., il y a un décalage et ça renvoie à la disqualification. Donc, il y a besoin de pouvoir travailler les 2 accompagnements en fait en parallèle. Et la troisième condition, c'est des conditions professionnelles. C'est que nous, en tant que professionnels, comment on peut être formés réellement c'est une ingénierie qui demande du travail, un socle conceptuel sur les phénomènes humains, sur le développement des communautés humaines, comment on découvre le génie propre, comment on discerne le meilleur sens, comment on construit des stratégies. La stratégie, c'est l'articulation entre un sens et un contexte. Donc comment on apprend à faire tout ça. Et qu'on puisse être formé, être équipé, être outillé pour pouvoir mener ce type de démarche, et donc être reconnu aussi pour pouvoir mener ce type de démarche sans que ce soit un parcours du combattant continuel. Alors, vous allez poser la question avec le micro. Donc, je vous le passe après. Il y a Jean-Paul Vuard qui va poser une première question. On a 20 minutes pour en parler. Juste quelques clarifications. Enfin, vous avez commencé à répondre, vous aviez utilisé le « on », vous avez donné déjà quelques explications sur ce qui était le « on ». Et quand même, quand vous appelez l'institution, pour moi, c'est pas clair. Qu'est-ce que vous appelez l'institution ? Ma mairie. Entre politique, institution, voilà. Non, je crois pas que j'ai pas compris. Oui, pour moi, l'institution, c'est la mairie, en fait. C'est mon administration. Mais derrière, j'y mets aussi, par exemple, les financeurs. C'est-à-dire que, par exemple, les systèmes de financement, là, on a créé une association. Donc, c'est une association support, puisque si on a créé l'association du quartier, ça devenait la gouvernance avec un modèle standard. Donc, il ne fallait surtout pas faire ça, mais juste une association qui a un support juridique. Et on les amène à faire des dossiers de subvention. Mais ce qui est compliqué, c'est que dans ces dossiers de subvention, on est dans le même schéma. C'est-à-dire qu'on leur demande de dire, pour avoir des subventions, il faut qu'il y ait tel problème, il faut rentrer dans tel appel à projet par rapport aux priorités de l'État ou du CG ou de la région. Et donc, ils disent, on va mettre en place telle action pour avoir tel sou, mais qui ne correspond pas forcément à ce que... Nous, on aimerait qu'on finance des processus. Et des processus vont découler des actions, mais on ne sait jamais il y a une créativité.
On ne sait jamais ce qui va se passer l'année prochaine. Je suis incapable de vous dire ce qu'ils vont créer. Donc si à l'avance on dit on a besoin de sous pour ça et ça, donc voilà. Pour moi, l'institution, c'est mon employeur, c'est la mairie, mais derrière, c'est aussi un système institutionnel. Tu as donné 3 fois le nom de l'anthropologue qui t'avait aidé, mais tellement rapidement que j'ai jamais pu l'entendre. Alors, il s'appelle Roger Nifle et il a créé l'humanisme méthodologique, qui est comme une méta-méthode, donc qu'il a utilisé dans le développement, beaucoup par exemple dans des communautés d'entreprises, puisque les entreprises sont aussi des communautés avec pareil une culture, un meilleur sens de développement, des communautés de territoire. Nifle, N-I-F-L-E. C'était juste pour demander sur combien d'années s'est déroulée votre aventure depuis l'échec du début, comme un peu le timing. Oui, l'échec du début était il y a 7 ans. Sachant que je pense qu'on a mis 3, enfin j'ai mis et puis maintenant j'ai des personnes qui sont venues me rejoindre et puis on est aussi sur d'autres projets, 3 à 4 fois plus de temps parce que justement il n'y avait personne pour nous guider sur ce chemin, donc on l'a repenté un peu tout seul, mais c'est des démarches qu'on peut faire beaucoup plus rapidement. On peut atteindre les résultats du faire ensemble là, on les a atteints en 3 ans, en un an et demi on aurait pu, après ça dépend des quartiers, mais voilà, c'est-à-dire que la temporalité est aussi liée à ces 3 conditions. On a perdu 3 ans, là, par exemple. Ils étaient prêts à passer à l'étape 3, et là, on a tout perdu. Et là, pour la petite anecdote, au moment où j'ai réussi à convaincre les politiques, je crois que j'ai fait un métier de... Puis en plus, à Villejuif, on a eu tous les partis, là, en 2 ans. Parce qu'on a une alliance aujourd'hui, UMP, Écolo, Dissident PS, UDI... et puis qu'on était PC avant. Donc, et en fait, avec chaque politique, chaque parti, on s'aperçoit qu'il faut développer un argumentaire différent, puisque le centre d'intérêt ne sera pas... avec le maire UMP, là, je montre qu'on va faire du développement endogène économique, parce que c'est vrai, le Festi-Bruyères, on est en train de lancer un groupe Quartier Auberge, qui est aussi une entreprise. Il y a des jeunes qui sont en train de monter leur entreprise sur de l'événementiel. C'est-à-dire que quand, à un moment, on est porté aussi par une communauté et sur un meilleur sens de développement, ça joue aussi sur l'individu. Donc le maire UMP, je suis beaucoup sur on développe de l'entreprise, etc. Avec le MoDem, je suis sur c'est la 3e voie, c'est entre... voilà, avec... donc selon les... C'est moi, là. C'est moi. Je découvre un nouveau métier. Oui. Bonjour, c'est Mathieu Bise. J'ai parlé tout à l'heure. Là, je ne savais pas du tout qu'on allait parler de ça. Je suis né dans un quartier des plus pauvres de France, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, tout ce que vous dites, ça me parle beaucoup parce que je suis... donc, ça fait 40 ans que je suis au Mirail. Ça fait 17 ans que je travaille au domicile des gens. Je soigne les bébés. Les problèmes respiratoires. Donc je vais dans tous les appartements du Mirail, 40 000 personnes. Et alors j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, d'abord sur le terme, donc j'ai écrit, j'ai rencontré tous les ministres, tous les François Hollande, Azouz Begag, Ségolène Royal. Parce que je vais tout le temps à des débats. J'étais président du club de prévention un des plus grands de France, de l'ASEM, l'association socio-éducative du Mirail. Donc je connais vraiment tout ce dont vous parlez, que vraiment je suis ravi que vous en ayez parlé, qu'il y ait des gens qui écoutent ça. Alors, cette notion de communautaire et communautarisme. Alors, faire communauté, c'est faire quelque chose ensemble pour quelque chose, pour être ensemble pour un projet. Et au service du bien commun. Oui, mais les quartiers populaires, ils ne peuvent pas faire pour. Ils se recroquevillent face à un système qui les oppresse. Donc ils font communautarisme. C'est vraiment, ça c'est important à comprendre. C'est-à-dire que la communauté, moi je la connais à travers justement mes parents, j'en parlais, qui m'ont fait vivre justement la notion d'éco-hameau. On a tout mutualisé, j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai fait beaucoup de voyages, toujours avec des choses que l'on a achetées à plusieurs, donc un achat, on va dire, commun. Et donc on était dans le partage pourquoi il y avait une égalité entre nous. La communauté est possible quand il y a une égalité de départ. À partir du moment où il y a inégalité au départ, vous ne pouvez pas faire communauté, vous faites communautarisme.
Parce que vous avez besoin de vous replier par rapport à une oppression un système qui vous rend inégal. Donc déjà, ça c'est important à comprendre. Souvent on mélange les deux termes, communauté, communautarisme. Le communautarisme est vraiment un repli terrible. Moi, dans mon quartier, il n'y avait pas de femmes voilées quand je suis né. Ma mère était psychologue scolaire et instit. Donc j'ai une vision de 40 ans, même si j'étais tout petit au début. Mais, donc je suis né avec les immeubles. C'est-à-dire que quand je suis né, j'étais le premier habitant la crèche qui a été créée en bas des immeubles. J'ai appris à marcher dedans. Donc je suis né dans ces immeubles. Et donc aujourd'hui, il y a le GPV, je devais connaître sans doute à Villejuif aussi, les grands projets de ville, dont le but est de remanier tous les quartiers populaires. Et donc je suis très impliqué là-dedans. Et donc pour comprendre la participation, donc ça c'est donc la loi Borloo de 2003 dit bien que article 1, il faut générer la participation des habitants. C'est ce que vous avez montré. Le problème, c'est que la participation, alors je ne sais pas si vous connaissez le théoricien Arnstein, alors pas Einstein, mais un sociologue qui a défini l'échelle d'Einstein, l'échelle de la participation. La première échelle, c'est l'information. C'est ce que faisaient avant les élus. Ils avaient un projet, ils nous consultaient même pas, non, ils nous informaient de ce qui allait se faire. Puis, avec le temps, ils ont développé la deuxième phase de l'échelle de participation, qui est la consultation, qui est en fait ce qui est tout le temps fait aujourd'hui, tout le temps. Les élus parlent de concertation, qui est la troisième, on va dire le summum de la participation, mais ils ne le font jamais. En fait, c'est la consultation, c'est-à-dire qu'on définit un projet, les élus définissent un projet, et les gens, on leur demande de s'intégrer à ce projet, à travers une consultation. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Très, très mauvais. C'est un petit peu ce que je voulais montrer. Je vais finir comme ça. Et la concertation, c'est vraiment... Excuse-moi Mathieu, mais on ne peut pas faire une autre conférence dans la conférence. Oui, mais c'est important. La concertation, vous l'avez abordé, c'est commencer dès le début à zéro, c'est-à-dire faire une pétanque, tout simplement, entre les architectes, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'usage. Juste une chose, j'entends monter le son, donc ça veut dire que l'intervention est un peu longue, excuse-moi, mais... aboutit à quelque chose. Je finis un truc concret. Sinon, je sens que ça va monter. Pourquoi ça ne marche pas, ce genre ça ne marche pas dans la durée, ce que nous développons, parce que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde, c'est parce que nous élisons au lieu de voter. Élire des élus, élire des gens, ça nous empêche de faire démocratie. Les gens dans les quartiers populaires, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas élire. Ce qu'ils veulent, c'est voter pour des projets. Voilà, merci. Alors, ce qui est encore mieux, c'est quand c'est eux qui les construisent, ces projets, et pas seulement quand on les consulte. Et nous, par concertation, on entend construire 2 concerts. Et si on interroge les habitants qui participent, ils disent pas on participe parce qu'on est citoyen. Ils participent parce que ça leur apporte quelque chose, que ça leur permette de développer des compétences, que ça leur apporte des choses existentielles. Alors pas tous, à des niveaux différents, mais les personnes qui se sont le plus impliquées sont ceux qui avaient le plus besoin de s'impliquer pour retrouver aussi certains du sens à leur vie. Alors, on va prendre encore 2 questions. Oui, Daniel Barbier. En vous écoutant parler et d'expliquer ce processus et cette logique de reconstitution d'une identité collective qui m'a beaucoup intéressé, je me suis interrogé quand même sur le problème que ça pose par rapport à l'identification, à l'intégration à la française. J'ai ressenti, pas une opposition, mais peut-être des frottements. Est-ce que vous pouvez commenter davantage sur la façon de dépasser cela, d'impliquer davantage l'institutionnel sur cette problématique ? C'est vrai que quand on dit qu'il faut s'intégrer à la société française, c'est très abstrait en fait. Et permettre de pouvoir s'intégrer déjà dans des communautés de proximité, c'est un premier levier pour pouvoir après investir des communautés de plus en plus grandes. Nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que... Parce que ça, c'est une des critiques, souvent de dire si vous faites des choses en bas des immeubles, vous créez une communauté, une identité, les gens y restent. Mais en fait, c'est un levier, c'est un ressort de dynamique. Quand on crée de la consommation en bas des immeubles, quand on apporte déjà tout fait, c'est ça qui enferme, c'est ça qui font que les gens restent. Mais quand c'est les habitants qui font les choses eux-mêmes, qui créent, qui retrouvent de la liberté d'agir, en fait, de la liberté de créer,
ça crée une dynamique qui font qu'ils vont après s'ouvrir et être dans des communautés de plus en plus grandes, de plus en plus larges. Après, tout dépend aussi par rapport, on parle du modèle d'intégration français, effectivement, soit on part du principe qu'il n'y existe qu'une communauté, c'est la communauté nationale républicaine unique, et qu'il n'y a rien d'autre, et qu'on n'est que des individus dans cette communauté, tous semblables par ce lien de citoyenneté, soit on part du principe que la communauté nationale est une communauté de communautés de communautés, dans la diversité, et plus on va reconnaître cette diversité communautaire, plus la communauté nationale peut s'en enrichir. Donc effectivement, ces deux modèles d'intégration, et c'est pour ça que je parle des fois de la troisième voie, c'est-à-dire que ce n'est pas le modèle d'assimilation républicain tel qu'il a fonctionné pendant des années, ce n'est pas non plus le multiculturalisme, c'est-à-dire de mettre des communautés, comme parfois ça a été fait chez les anglo-saxons, c'est-à-dire de développer des communautés culturelles ou ethniques. Là, c'est de dire qu'il existe, tout est communautaire, mais les communautés de territoire ont aussi des identités qui font partie de l'identité aussi française. Tout dépend de la manière dont on la regarde. J'ai répondu à votre question. Pierre, je suis prêtre depuis un peu moins d'un an à Besançon, dans le 95, donc cité très ouvrière d'origine. Et je constate que la communauté chrétienne est quand même très décalée par rapport à tout ce que tu disais là en particulier. Quoi qu'il y ait quand même des individus, des personnalités. Alors ma question est un peu décalée. Ma question c'est, est-ce que de la communauté chrétienne la plus proche de cette cité des Bruyères, il y a des chrétiens qui sont intéressés au projet et qui ont donné leur avis et qui peut-être ont mis la main à la pâte. Il y a des habitants chrétiens qui font partie, mais ils ne sont pas là sur, j'allais dire, une identité chrétienne. Bien sûr. Ils participent comme d'autres participent, en fait. Donc il y en a, on sait, qui s'investissent dans la paroisse. Ils peuvent nous en ramener des trucs, d'ailleurs, des ressources. Des fois, on avait besoin d'une sono, ils vont aller la chercher à la paroisse. C'est-à-dire qu'on va chercher aussi des ressources dans nos autres communautés d'appartenance. Mais ils ne participent pas en tant que chrétiens. Bien sûr, c'est évident. Mais bien sûr qu'il y en a. De la même façon, pour une anecdote aussi, il y avait une habitante, quand elle a commencé à participer, donc c'était une femme qui était très, très dans le repli chez elle, et quand elle a commencé à venir, elle venait toujours avec le drapeau de l'Algérie, et tous ses enfants, elle les habillait aussi avec, parce qu'il y avait beaucoup de fêtes, donc à chaque fête, ils venaient tous habillés avec les t-shirts avec le drapeau de l'Algérie. Et donc avec le CD Dry, et puis à chaque fois qu'elle pouvait prendre le métro, elle criait « Viva l'Algérie !» Et c'était sa manière en fait de venir en amenant, en s'intégrant avec cette identité. Et un an après, à la même fête, elle a ramené un CD de guinguette qu'elle avait été chercher à la médiathèque. Et en fait, elle n'en était pas moins algérienne, mais elle n'avait plus du tout besoin de l'exprimer, parce que ce qui s'était reconstruit comme identité de territoire, en fait, avait englobé son identité algérienne, et elle avait plus besoin, de la même façon que quand il y a des repas de quartier, au début, les repas, c'était compliqué, halal, pas halal, etc. Là, la question se pose même plus. Et d'ailleurs, j'en vois plein qui quand il y a les festi-repas, parce qu'il y a les festi-repas pour préparer les festi-bruyères, en fait, juste pour l'anecdote, comme la culture, il y a une culture propre, convivialité, tout est décliné, c'est-à-dire qu'on fait une réunion pour préparer le festi-bruyère classique, il y a 5 personnes, on fait un festi-repas, il y en a 30. Festi-repas, cordeau petit-déj, goûter idée, apéro info, tout est décliné avec la culture propre. Voilà. Et donc, voilà, ça dépend de... Alors, est-ce que il y a une question? Là, on va peut-être s'arrêter là, Michel. Il y a un monsieur en plus derrière qui avait demandé. C'était simplement pour connaître l'origine des Hautes Bruyères. Est-ce qu'il reste des bruyères dans les Hautes Bruyères? Peut-être, monsieur, posez votre question. On a encore 2 minutes. Oui, je voulais relier ça avec les 3 mots qu'Elena Lassida avait prononcés hier. Ça me semblait intéressant parce que je les ai plus ou moins entendus.
l'ingéniosité. J'ai compris qu'avec Roger Nifle, elle avait servi, lui avait été de base et elle a été développée dessus. Hein. Il y a un travail d'ingéniosité. La convivialité, c'est tous les festives dont on a parlé. Je voudrais, pour la métamorphose, qu'est-ce qu'il en est ? Je sens qu'il y en a, mais à quelle vitesse ça avance ? Comment vous la sentez ? Oui, le quartier s'est transformé. Ça, les habitants le disent. Et le quartier s'est transformé et des habitants se sont transformés. Il y a par exemple des jeunes qui disent « le quartier a changé, j'ai changé ». Donc on voit bien que on ne peut pas opposer individu et collectif. C'est la communauté qui transforme en fait et qui transforme les individus qui sont à l'intérieur. Donc il y a une pacification, il y a eu un changement. Maintenant, c'est fragile et on voit que quand on est dans des phases de régression, donc il y a des choses qui sont acquises qui fait que je ne pense pas qu'on revienne en arrière. Par exemple, on a ouvert une salle, il n'y a eu aucune dégradation, il n'y a vraiment rien eu depuis 6 ans. Hein. Même une fois, on a oublié de la fermer et c'est les jeunes à 2h du matin qui sont venus la fermer en disant « Oh là là, t'imagines si d'autres jeunes de quartier étaient venus parce que les autres, c'est pas nous. Hein. » Et c'est intéressant parce que quelque part, ce qu'on essaye de construire, c'est un nous. Voilà. Et que le jeu se construit toujours par rapport à un nous, par rapport à plein de nous. Et ce nous est très, très constructif. Donc ce nous existe. Maintenant, on a perdu du temps quand les dynamiques humaines ont besoin de rythme. Et à un moment, quand on stagne, on peut avoir tendance aussi un peu à régresser. Donc j'allais dire que voilà, il y a des acquis, mais en même temps... là, oui, ce que je vous disais, c'est que la nouvelle équipe politique, par exemple, n'a pas compris le Festi-Bruyère et ils ont dit il faut qu'on fasse une grande fête sur toute la ville et on supprime les fêtes de quartier. Et donc, le Festi-Bruyère a été supprimé cette année. Et vous imaginez pas, si vous imaginez quand même. Et donc là, on gère une catastrophe, c'est-à-dire on gère une crise relationnelle terrible. Parce que j'ai fait 10 notes, j'ai essayé d'expliquer, mais vous vous rendez pas compte, le Festi-Bruyère, c'est pas qu'une fête de quartier, c'est le moteur, et puis on avait commencé les groupes, etc. Donc là, on gère la phase 1, colère, affect, etc. Et donc on doit réparer. Donc j'ai réussi à voir le maire, mais alors c'est compliqué parce qu'il y a tellement de couches avant d'atteindre le maire que j'ai pu le voir 2 heures, là, il y a 15 jours, et je lui dis, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait en nous prenant le budget du Festi-Bruyère. En plus, c'est pas des budgets faramineux. Tout était fait par les habitants. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, il a dit, ah mince, oui, j'avais pas réalisé. Et donc, là, effectivement, il y a une grande partie du noyau moteur et des personnes qui étaient dans les groupes qui sont reparties, mais là, qui sont vraiment, qui ont du mal à gérer la colère. Donc, on va relancer sur la phase 2 et puis on va continuer avec ceux qui ont pris plus de distance. Donc, on est obligé toujours d'être... Voilà, donc c'est les montagnes russes quand même. Hein. Merci beaucoup Myriam. Donc pour continuer sur les mots qu'a prononcés Elena hier soir, je ne sais pas si c'est un chemin d'utopie ou d'espérance, mais en tout cas, elle nous a fait découvrir quelque chose d'assez inédit. En tout cas, moi, j'étais vraiment j'avais jamais entendu parler de ça avant il y a 6 mois. Voilà. Donc, on va aller manger en 2 services et on se donne rendez-vous ici à 21h pour le film. 21h, on aura un peu moins chaud. Voilà. Et je passe la parole pour le film, donc Enquête de sens, dont vous rencontrerez... Alors, je répète, vous poserez vos questions s'il y en a. Donc, le film Enquête de sens, c'est 21h ici, on aura moins chaud. Vous vous rapprocherez bien, mais on vous l'expliquera. Et je passe la parole à Marité.